Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à ce 34e épisode du balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn. Comment ça va? Très bien, toi-même? Oui, merci, ça va bien. Bon, ben écoute, cette semaine, difficile de ne pas parler de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan, la Ah oui, situation c'est sûr. dans la région du Cachemire, qui historiquement qui a toujours été une zone de conflit entre l'Inde et le Pakistan. Donc, on va parler de ça. Tu veux aussi revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier sur la Place Rouge. Donc, c'était l'immense défilé militaire Ouais, pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, moi, je vais faire aussi un petit parallèle historique parce qu'il s'est passé quelque chose le 12 mai 1949, ça a été la levée du blocus de Berlin. On se ouais. souviendra que les Soviétiques avaient bloqué l'accès à Berlin aux Occidentaux. Donc, la partie ouest de Berlin ne pouvait plus être ravitaillée euh, par les voies terrestres. Donc, c'est une situation, c'est un blocus qui a duré un petit peu plus d'un an. Et puis, il y a des leçons, je pense, qu'on aurait dû tirer de cet événement-là et des leçons qui devraient s'appliquer dans le cas de la guerre en Ukraine. Et clairement, la leçon n'a pas été apprise. Et puis, voilà, donc c'est ce sont les thématiques dont on va discuter aujourd'hui. Puis, en deuxième partie, on a Ouais. une entrevue avec un auteur, l'auteur Corim de la semaine. Et puis, on va discuter de la situation politique en Allemagne parce qu'il y a un nouveau gouvernement allemand qui a finalement été formé après les dernières élections législatives. Ça leur aura pris du temps. Il y a eu un événement un peu dramatique parce que l'élection du chancelier, donc l'équivalent du premier ministre, historiquement en Allemagne, ça avait toujours été fait dès le premier tour. Or, euh, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'au premier tour, lors du vote du premier tour, le chancelier n'a pas été élu. Donc, pour la première fois de l'histoire, il a dû y avoir un second tour. Et donc, c'est ce qu'on va discuter en deuxième partie. Mais voilà, donc moi, je vais d'abord discuter de la situation euh, entre l'Inde et le Pakistan. Donc, le 22 avril dernier, il y a eu une attaque terroriste islamique dans le Cachemire indien qui a fait 28 morts et puis des dizaines de blessés aussi. Donc, Mhm. c'est un groupe terroriste qui est basé au Pakistan qui a revendiqué l'attentat. Donc, évidemment, ça a mené à une grave crise diplomatique entre les deux pays. L'Inde a accusé le Pakistan d'avoir commandité l'attentat et d'avoir aussi offert un territoire, un espace sur son territoire au groupe terroriste en question afin de Mhm. pouvoir opérer. Donc, l'Inde a expulsé des diplomates pakistanais de son pays et en plus, l'Inde a rapatrié ses diplomates du Pakistan. L'Inde a aussi fermé sa frontière et a aussi suspendu un traité vieux de plus de 70 ans sur le partage des eaux de l'Indus. Donc, et ce faisant, la décision indienne, ça risquait d'assécher, de causer une Mhm. sécheresse dans le Cachemire pakistanais. Et ça, c'est quelque chose dont on, on- au Canada, on n'a pas. C'est pas vraiment quelque chose dont on porte un intérêt à ces questions-là, mais c'est la question du partage des eaux. Euh, Ouais. il y a un Il traité y a entre les. plusieurs endroits comme Ah ça oui, dans le monde, hein. c'est ça, mais il y a un traité entre le Canada et les États-Unis sur les Grands Lacs. Mais ce traité-là est vieux depuis, ma foi, ça a été signé dans les années 50, je crois, Oui, en tout cas sur peut-être, oui. la voie navigable du fleuve Saint-Laurent. Donc, tu sais, c'est un traité qui a très bien fonctionné entre le Canada et les États-Unis, où on se partage les eaux. Le problème, c'est que dans plusieurs régions du monde, c'est le partage des eaux, ça crée des conflits. Donc, Voilà. dans le cas du Cachemire, c'est un bel exemple. Il y a quelques mois, ici, dans la région où j'habite, il y a eu un conflit similaire entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, parce que dans des villages frontaliers, il y a des gens qui ont essayé de détourner l'eau parce qu'évidemment, sans eau, ben, ils ne peuvent pas irriguer leurs terres. Donc, c'est la famine assurée. Donc, des villageois ont
finalement, ont privé les villageois les gens de l'autre village et qui se trouvaient dans l'autre pays d'un accès à l'eau. Il y a eu des escarmouches, il y a eu des gens qui ont été tués. Les troupes kirghizes et tadjiks ont été appelées à- à- ont été impliqués dans ce petit conflit-là. Donc, vous avez plein d'endroits dans le monde comme ça où le partage des eaux, c'est un enjeu éminemment stratégique. Et dans le cas du Cachemire, on s'en est rendu compte. Donc, ce qui s'est passé depuis entre le 24 avril et le 6 mai, les pays, l'Inde et le Pakistan se sont livrés à des accrochages qui étaient assez violents. Il y a eu des tirs transfrontaliers, des tirs d'artillerie, il y a eu des frappes de drones. L'aviation indienne a envoyé des avions bombarder des cibles au Pakistan. Il y a quelques nuits à peine, l'Inde a mené une frappe de missiles contre plusieurs cibles au Pakistan, dont une base militaire qui se trouve à proximité de la capitale pakistanaise. Donc, il y a quelques heures à peine, donc, il y a un accord de cessez-le-feu avec effet immédiat qui a été conclu entre le Pakistan et l'Inde. Donc, l'intermédiaire, ça a été les États-Unis, l'administration Trump. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce cessez-le-feu-là va être respecté dans un avenir rapproché, mais aussi sur le long terme? Parce que le problème entre l'Inde et le Pakistan, comme tu le sais, c'est que c'est deux puissances nucléaires. Voilà. Et puis, c'est pas la première fois non plus qu'il y a des Mm. accrochages dans la région. Il y a eu une guerre dans cette région-là entre le Pakistan et l'Inde en 1947. Puis le Cachemire, c'est un territoire qui est convoité par tout le monde, hein. Dans la région, c'est Mm. actuellement un territoire qui est partagé entre trois puissances, le Pakistan, l'Inde, mais aussi la Chine. Chine. Ouais. Mais bon, vous avez tant l'Inde que le Pakistan qui en réclament le contrôle, le contrôle total. Donc, évidemment, ça crée beaucoup de conflits. Et ce qu'il faut aussi considérer, c'est les dirigeants politiques de part et d'autre. Donc, le premier ministre indien, Modi, c'est pas, c'est quelqu'un qui défend un nationalisme pour appeler ça un nationalisme ethnique. Donc, Mm. les Indiens ont davantage de droits que les non-Indiens. Puis dans la région du Cachemire, c'est une région qui est majoritairement peuplée de musulmans. Donc, déjà là, à l'interne, il y a une tension qui se crée. Le problème aussi, c'est que le Pakistan, ben, possède, en tout cas sur papier, c'est la sixième puissance militaire du monde en termes d'effectifs. Puis aussi, c'est que l'armée pakistanaise joue un rôle politique extrêmement important dans le pays. Dans le passé, depuis l'indépendance en 47-48, là, il y a eu trois coups d'État militaires, ce qui fait en sorte que l'armée pakistanaise, un petit peu comme l'armée turque, jouit d'un pouvoir politique Mm. qui est très, très, très fort et ça lui permet d'avoir une autonomie relative sur les politiciens, mais aussi d'avoir une influence sur les élus, sur les Mm. élus. Et évidemment, lorsque vous avez des militaires qui sont de façon, on va dire, non officielle, mais qui sont presque au pouvoir, ben, évidemment, un militaire, c'est pas intéressant à faire la paix, hein. Donc, Ouais. donc, vous avez de part et d'autre deux individus qui ne sont pas nécessairement intéressés a priori à faire diminuer la pression, la Mm. tension. Donc, on va voir, hein, parce que En fait, un conflit régional comme ça entre deux puissances nucléaires, c'est c'est toujours dangereux, mais ce qu'on remarque, je crois, depuis 1947, avec l'exception de 1971, où c'était la guerre de libération du Bangladesh, qui a un peu accéléré le conflit entre les deux pays et lui a donné une dimension assez importante puisque les forces indiennes sont rentrées dans ce qu'on appelait le Pakistan oriental, oui, oriental, qui va devenir le le Bangladesh. Bangladesh. Et les autres moments, surtout depuis une vingtaine d'années, on a l'impression que les deux gouvernements savent jusqu'où ils peuvent aller dans leur Hmm. confrontation. Et ça dure jamais très longtemps. Euh, alors, ça commence par des échanges de coups de feu, de buts d'artillerie. Ensuite, il y a une escalade, parfois avec des avions. Et puis, trois, quatre jours plus tard, il y a un Ah, cessez-le-feu qui va durer quelques années
jusqu'à la prochaine montée de tension. Alors, je me dis que le cessez-le-feu qui a été annoncé ce matin, donc samedi matin, puisqu'on enregistre samedi, va durer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution au conflit qui est impossible à trouver, Ben, c'est ça. tellement les deux parties sont sur leur position. Alors, donc c'est inquiétant, mais en même temps, quand tu regardes l'histoire, tu te dis, oui, C'est aussi j'ai l'impression qu'ils rassurant. savent C'est jusqu'où ils ça. peuvent aller. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est quand même. Donc, attendons. Attendons, il y a eu beaucoup de morts aussi, là. Bon, ça dépend Oui. des rapports, là. Le Pakistan affirme avoir abattu une demi-douzaine d'avions indiens. Des militaires se sont tirés dessus. Il y a eu des morts. Bon, Mais c'est toujours comme ça, hein. c'est ça. Alors, Ouais, ouais. voilà. Donc, je Faut sais, pas- oui, Oui, vas-y. oui, ben, parle-nous de ce qui s'est passé le 9 Alors mai, oui, vendredi, sur la place Rouge. donc Un gros rassemblement de chefs d'État pour un pays qui est isolé. isolé, qui est le paria de la planète. Ouais. Donc, d'abord, il y a eu jeudi le 8, qui est la commémoration européenne ou occidentale de la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis de la capitulation de l'Allemagne nazie, qui a été célébrée un peu partout dans le monde, mais principalement en Europe. Et ensuite, vendredi, c'était au tour de Vladimir Poutine d'inviter les chefs d'État du monde entier à se rendre à cette célébration. L'année dernière, c'était le 79e, il y a eu 8 ou 9 chefs d'État. Cette fois-ci, il y en a eu à peu près une Près trentaine. d'une trentaine, oui. Euh, à peu près, là. On n'a jamais les chiffres tout à fait, mais je regardais le site Wikipédia sur l'événement, Ah, puis c'est c'est à peu 29. près Ouais. quelque chose comme ça. Mais là, ça comprend le président de l'Abkhazie, puis des petits territoires qui ne sont pas reconnus par personne. Alors, c'est évident que Poutine voulait montrer au monde entier qu'il n'était pas isolé, et c'est vrai qu'il ne l'est pas, puisque oui, il y avait une trentaine de chefs d'État, mais il faut pas oublier que, à part les pays occidentaux, la très grande majorité des États sur la planète n'a pas adopté de sanctions contre la Russie et souvent ces chefs d'État-là se rendent à Moscou. Donc oui, un certain nombre de chefs d'État, mais c'était quand même pas du beau linge, comme on dit, hein, parce que les gens qui étaient sur la tribune représentaient surtout des gouvernements autoritaires, sinon dictatoriaux. Mais ce qui est à observer, c'est qu'il y avait quand même deux chefs d'État européens, la Serbie et la Slovaquie, donc, théoriquement, du moins dans le cas de la Slovaquie, des alliés américains au sein de l'OTAN Mhm. ou de l'Union européenne. Il y avait le président du Brésil, qui est aussi un ami de l'Occident, le président égyptien, et comme tu sais, l'Égypte reçoit chaque année 2 ou 3 milliards d'aide financière et militaire de la part des États-Unis, ce qui n'a pas Mhm. empêché son président de se rendre à Moscou. Et s'il n'y avait pas eu le conflit entre le Pakistan et l'Inde, Modi était prévu d'assister aussi aux célébrations. Donc, en plus du président chinois, brésilien et égyptien, tu aurais eu le premier ministre indien, ce qui commence à faire un poids certain démographique et diplomatique. Donc là-dessus, Poutine a gagné un point, si on peut dire. J'ai remarqué aussi que les deux partis se sont livrés à des postures politiques en disant, par exemple, de la part de Zelensky, moi, je suis pas responsable de la sécurité des chefs d'État sur La la place place rouge. rouge. Nous, on continue le conflit. Puis, Les Russes ont dit la même chose. puis dans les Et journées donc, dans les journées qui avaient précédé, il y avait eu des frappes de drones oui, il y ukrainiennes avait eu des frappes de drones. dans la région de Moscou. Donc, je pense que tout ce beau monde a quand même compris que ça servirait personne si on tuait le président chinois sur la place rouge et ça servirait personne si les Russes
ce matin, samedi matin, avait tiré sur Kiev et tué le président Macron ou les autres leaders européens qui étaient réunis là. Et c'est d'ailleurs ce qui explique cette rencontre à Kiev. C'était pour faire contrepoids, évidemment, à l'événement sur la place Rouge. Et Zelensky a accueilli ses homologues européens, du moins des quatre grandes puissances européennes, qui se sont entendus avec une vingtaine d'autres pays, j'imagine que le Canada était parmi ces pays, pour servir ce que la presse appelle un ultimatum. Moi, j'ai pas vu ça dans les déclarations des Européens, mais un avertissement aux Russes qu'il faudrait qu'ils acceptent un cessez-le-feu de 30 jours qui commencerait lundi, le 12. Mm. Alors, on va voir si les Russes sont preneurs. Les premières indications sont pas très positives, puisque Mais, les Russes demandent quand même quelque chose en retour. mais l'ultimatum, habituellement, l'ultimatum, ça repose toujours sur une certaine menace. Donc, c'est quoi la C'est une menace? menace, et la menace, c'est l'adoption de sanctions massives contre Moscou. Il reste encore des liens, évidemment, entre l'Europe Hmm. et la Russie. Mais ce que les Européens et sans doute les Américains veulent pousser, c'est des sanctions indirectes sur les pays qui continuent à acheter du pétrole ou du gaz russe Ouais, et donc les forcer à cesser d'acheter ce pétrole et ce gaz russe qui alimentent les finances du Kremlin. Alors, est-ce qu'ils veulent se rendre jusque-là? Ça veut dire de se mettre à dos l'Inde et d'autres pays ben oui, qui achètent des biens, des services, des produits russes, ça reste à voir. Mais enfin, la menace est ouais, là. Est-ce que c'est encore une posture politique de la part principalement des Européens? On le verra dans les prochains jours. ouais. Oui, parce que c'est un peu hypocrite parce qu'on sait très bien que l'Europe continue à importer du pétrole russe, mais par le biais d'autres pays, notamment par Et exemple je pense, et je la pense même Turquie. et je pense même qu'ils continuent à acheter de l'uranium pour fournir les centrales. En tout cas, il reste même les Américains achètent Oui, oui, des métaux rares à la Russie. ouais, Donc, les sanctions ne sont pas totales. Est-ce qu'elles pourraient le devenir? Ben, ça reste à vérifier. ouais. Ben, je vais te lire tu parlais du président slovaque qui Oui, s'était rendu à Moscou. Ben, il a évidemment été accusé par l'Union européenne. par l'Union européenne de s'être déplacé. Voici sa réponse. Je vais vous la lire. C'est en anglais, je vais vous faire la traduction en même temps. Chère madame, voici ce message en réponse à celui que vous m'avez fait parvenir concernant ma visite récente en Russie. Vous affirmez que je ne suis supposément pas du bon côté de l'histoire et faites d'autres types de remarques euh, similaires en matière de géopolitique. Bon, premièrement, je me suis rendu à Moscou afin de rendre hommage aux quelques 60 000 soldats de l'armée rouge qui sont décédés pour libérer la Slovaquie. Je ne vois pas en quoi ces braves hommes sont liés en quoi que ce soit à la situation internationale actuelle. Deuxièmement, en tant que représentante officielle de la Commission européenne, vous n'avez absolument aucune autorité, aucun droit de critiquer le Premier ministre d'un État souverain sur des questions relatives à l'Europe. Troisièmement, je suis en désaccord avec votre politique qui consiste à créer un nouveau rideau de fer, ce à quoi vous travaillez activement à construire depuis les dernières années. Et enfin, quatrièmement, je vous demande, comment est-ce que la diplomatie et les affaires étrangères peuvent être conduites si les politiciens euh, ne sont pas supposés de se rencontrer et d'engager des discussions normales sur des questions sur lesquelles ils ont des désaccords d'opinion. Oui. Euh, Non, respectueusement, Robert Fico. oui, oui. C'est bon. C'est sûr que, enfin, moi, je pense que l'Union européenne a raté une bonne occasion de se taire parce que
comme on sait, la politique étrangère et de défense ne relève Ah oui, pas c'est ça. de l'Union européenne. C'est un des seuls aspects du traité de l'Union européenne où les États gardent leur totale souveraineté. Et donc, ce que dit le haut représentant sur les affaires étrangères n'a pas d'importance, de toute façon, n'a pas d'impact. Ouais. Et donc, au lieu de favoriser la diplomatie, euh, l'Union européenne veut, comme l'indique M. Ficot encore, ériger des murs, alors qu'il faut mettre l'accent sur la diplomatie. Ben oui, Donc, c'est ça. ça n'empêche pas de vendre des armes à l'Ukraine ou de fournir des armes à l'Ukraine pour que le pays se défende. Mais si vous n'avez pas l'autre aspect de la négociation que représente la diplomatie, ben, vous avancez pas. Ben, c'est ça. Bon, tout ça, ça m'amène sur le point que je voulais discuter sur le blocus de Berlin. Donc, le 24 juin 1948, il y avait dans les mois, dans les années qui avaient précédé, il y avait une dégradation des relations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui occupait ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne, en fait, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest a été instituée l'année suivante en 1949. Mais bref, ce qui est devenu par la suite là, le territoire de l'Allemagne de l'Ouest et l'Union soviétique. Donc, le 24 juin 1948, l'Union soviétique, Staline a décidé de bloquer toutes les voies routières et navigables par lesquelles les Américains, les Britanniques, les Français pouvaient communiquer entre leurs zones d'occupation en Allemagne et Berlin. Donc, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, je vais mettre une carte à l'écran. Vous allez très bien voir que Berlin, la ville se trouvait exclusivement en territoire soviétique. Donc, il Ouais. se trouvait très loin de ce qu'on appelle encore une fois l'Allemagne de l'Ouest. Sauf que En territoire sous occupation soviétique. c'est ça. Donc, mais la ville de Berlin était quand même divisée en quatre parties. Donc, la Ouais. partie Est était dirigée par les Soviétiques, puis les trois parties à l'Ouest étaient dirigées par les Américains, les Britanniques et les Français. Mais pour pouvoir accéder, pour que les Français, les Britanniques et les Américains puissent accéder à leur partie de Berlin, ils devaient transiter par ce qu'on peut appeler l'Allemagne de l'Est, donc le territoire Ouais. soviétique. Donc, vous allez voir très bien sur la carte toute la difficulté que les Britanniques, les Français et les Américains avaient pour se rendre à Berlin. Puis ça, ben, évidemment, ça découlait des promesses rompues de Yalta, la conférence de Yalta en 1945. Staline avait promis à Roosevelt, à Churchill, qu'il allait permettre la tenue d'élections libres en Europe, dans les territoires qui allaient être, j'ai toujours aimé cette expression-là, les territoires qui allaient être libérés par Ouais. l'Union soviétique. Mais bon, Staline, dans les années qui ont suivi, a réussi à prendre le contrôle total des pays d'Europe de l'Est, et sans que ça entraîne de réactions concrètes de la part des Occidentaux. Donc, les mouvements communistes ont pris le pouvoir dans ces pays-là et étaient aussi extrêmement actifs en Europe de l'Ouest. Donc, pays qui avaient aussi de la difficulté à se relever de toute la destruction qu'ils avaient dû subir pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Staline avait réalisé que, comme on dit, il poussait sa loque. Ouais. Graduellement, il prenait le contrôle de la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, puis il s'est dit, bon, ben maintenant, je vais prendre le contrôle plein et entier de la ville de Berlin. Berlin, de toute façon, est militairement indéfendable par les Occidentaux. Puis, je sais très bien que les Occidentaux ne veulent pas entrer en guerre contre moi. Donc, si je suis en mesure de prendre le contrôle entier de la ville, ben, je vais en ressortir symboliquement vainqueur. Puis, ça va me permettre par la suite de pousser encore davantage les lignes rouges, puis peut-être prendre le contrôle plein entier de l'Autriche, de la Grèce, et pousser graduellement de plus en plus vers l'ouest. Les Occidentaux, à la surprise de Staline, ont décidé de résister et la stratégie qu'ils ont mis en place, comme ils ne pouvaient plus ravitailler la ville par la voie terrestre, ils ont décidé d'organiser un pont aérien pour ravitailler la ville et c'est quelques 2 millions d'habitants par les airs, parce que c'est ça, le blocus soviétique faisait en sorte que le ravitaillement terrestre par la voie ferroviaire était désormais impossible. Et ça a duré jusqu'au 12 mai 1949, donc presque pendant un an. Puis le record, c'était en avril 1949, lorsque près de 13 000 tonnes
de produits ont été livrés en 24 heures grâce à 1400 avions. Donc, 1400 avions en Ah 24 oui, heures. J'ai oui. fait le calcul. Essentiellement, ça voulait dire qu'à chaque minute, il y avait un avion qui se posait à Berlin pour ravitailler la ville. Donc, pendant Ah oui. toute la période du blocus, il y aura eu au total 280 000 vols de ravitaillement de Berlin-Ouest. Et puis, ben, les Soviétiques ont absolument rien fait pour empêcher les avions de ravitailler la ville, parce que les États-Unis étaient à l'époque le seul pays qui possédait l'arme atomique. Puis Staline savait que c'était une ligne rouge à ne pas Ah ben, franchir, que un si casus belli, là. c'est ça. Donc, s'il commençait à abattre des avions Ouais, ouais. britanniques et américains, il allait se faire larguer des bombes atomiques sur la gueule. Donc, il comprenait très bien que c'était une ligne rouge et qu'il ne devait pas la franchir. Donc, il a réalisé qu'il ne serait pas en mesure de venir à bout de la détermination des Occidentaux. Donc, le 12 mai 1949, sans contrepartie, il a décidé unilatéralement de lever le blocus de la ville. Donc, ça a été une défaite pour Staline, mais il a pu sauver la face parce que un petit peu plus de 3 mois plus tard, le 29 août de la même année, en 1949, l'Union soviétique a procédé à l'essai de sa première bombe atomique, 22 kilotonnes, qui a été testée en fait, au Kazakhstan, pas très loin de chez moi, dans la région de Semey. Mhm. Et puis, donc, ça lui a permis de sauver la face auprès de son intelligentsia et de sa population pour dire, bon, ben, tu sais, oui, j'ai levé le blocus de Berlin, mais maintenant, on est vraiment les égaux des États-Unis parce que nous aussi, on possède l'arme atomique et ça change complètement la donne. Puis c'est quelque chose dont on peut être fier. Et ce que ça a fait du côté occidental, c'est que ça l'a amené à la création de l'OTAN. Ça l'a aussi amené à la création de l'Allemagne fédérale. Et puis voilà. Donc, tout ça pour dire que il y a des leçons qu'on devrait tirer de cette situation-là. Bon, dans une situation de tension, comme c'était le cas au début de la guerre froide, comme c'est le cas aujourd'hui, là, aussi entre l'Occident, la Russie, la Chine, l'idée, c'est que de part et d'autre, les puissances vont toujours chercher à tester les limites de l'autre. Puis ça va toujours se faire d'une manière graduelle. Donc, on pose pas le bouchon, on n'utilise pas immédiatement l'arme atomique, là, parce que personne ne veut faire ça. Donc, on y va graduellement par des mesures, puis on essaie de voir si on pose tel geste, quelle va être la réaction de notre ennemi, puis on s'adapte en conséquence. Donc, première leçon. Deuxième leçon, c'est ça, il ne faut jamais pousser trop loin. Il faut toujours y aller de manière posée, de manière graduelle, puis il faut savoir être conscient des lignes rouges de l'autre, puis ne pas les franchir. Il faut ensuite savoir se fixer des objectifs qui sont atteignables et réalisables avec une stratégie conséquente. Puis l'autre chose, c'est si on doit reculer, on doit s'assurer de pouvoir marquer un point rapidement par la suite, comme ça a Mhm. été le cas avec Staline lorsqu'il a fait exploser la première bombe atomique. Chose que Khrouchtchev, son successeur, n'a pas été en mesure de faire en 1962. Après la crise des missiles de Cuba, il a retiré les missiles de Cuba sans véritable contrepartie. Et ça a miné son leadership. Et dans les mois qui ont suivi, il y a eu un coup d'État, un coup de palais à l'interne. Et puis Khrouchtchev a été évincé du pouvoir. Puis c'est Brejnev qui lui a succédé. Et je pense, lorsqu'on regarde ces leçons-là de 49, je pense que c'est des leçons que l'Europe a perdues de vue dans la situation ukrainienne. Donc, premièrement, l'Europe n'a absolument pas les moyens de ses ambitions. Les ambitions européennes dans le cadre du conflit en Ukraine, c'est ni plus ni moins que de faire tomber le régime de Poutine. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le courage de faire ce qui doit être fait pour que leur Mhm. objectif soit atteint. S'ils veulent véritablement atteindre cet objectif-là, ils doivent cesser de mener une guerre par procuration, là. Puis ils doivent Mhm. vraiment y aller, là, dans une guerre ouverte, sans limite, contre la Russie pour faire tomber le régime de Vladimir Poutine, là. Mais on voit Mhm. très bien que dans ce cas-ci, l'objectif est absolument pas lié à la stratégie employée par les Européens. Puis le problème, Peut-être parce qu'ils en connaissent la limite aussi. oui, Parce qu'une guerre avec la Russie, ça veut dire on va franchir le seuil nucléaire. ouais, pas nécessairement, mais ça peut être le cas. Mais en tout cas, une chose est sûre, les exemples de Napoléon puis de l'Allemagne Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien que c'est un peu un suicide militaire de s'attaquer ouais.
à la s'attaquer à la Russie. Russie. Et puis, l'autre truc, c'est que les Européens, avec cet objectif-là, de ni plus ni moins que de faire tomber le régime de Poutine, on se rappellera des propos de Bruno Le Maire, qui était ministre des Finances Ouais, à l'époque, en mars 2022, de littéralement faire s'effondrer l'économie russe. Bon, ben, quand on se fixe des objectifs comme ça, c'est difficile par la suite pour les politiciens qui ont tenu des propos comme ça de reculer. Parce ouais. que s'ils reculent, ben, ils vont perdre la face, ils vont perdre Mhm. tout capital de sympathie qui peut leur rester, et puis ils vont être appelés, comme ça a été le cas de Khrouchtchev en 62, à graduellement être évincés du pouvoir parce que ces gens-là n'auront plus aucune crédibilité. Donc, c'est ce qu'on appelle en bon français se peinturer dans le coin sans Ouais, avoir de sortie de secours. Et puis, voilà, je pense que je trouvais ça intéressant, non seulement c'est un rappel historique, 12 mai 49, ouais. ça correspond avec plus ou moins le moment où les gens vont écouter notre épisode. Mais je pense que lorsqu'on regarde cette situation-là, il y a des leçons géostratégiques dont on aurait dû se souvenir et qui Mhm. auraient dû être appliquées dans le cas de la Russie, du conflit en Ukraine. Puis, ma foi, c'est clairement pas le cas, là. On vit dans un monde qui est, c'est comme à l'époque, les Soviétiques, les Américains étaient très réalistes, comprenaient quelles étaient leurs limites, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne devaient Voilà, pas faire, voilà. et de penser à tête reposée, quelle est la meilleure stratégie qu'on va pouvoir employer pour pouvoir sortir vainqueur de cette situation-là. Tandis Mhm. que la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, il ne semble pas y avoir beaucoup de politiciens européens qui ont les deux pieds ancrés dans la réalité. Là, Ouais. ils nagent un peu dans un monde imaginaire, ça se nourrit de fantasmes et d'utopies. Et bon, Mais on verra dans les prochains jours, mon cher. oui, oui, voilà. Bon, Très ben, bien. écoutez, ben, c'est la fin de la première partie. Restez à l'écoute, on vous revient dans quelques secondes avec notre entretien pour discuter de la situation politique en Allemagne. Donc, restez avec nous. Alors bonjour à tous. Nous commençons maintenant la deuxième partie de notre podcast. Et comme à l'habitude, nous avons l'honneur d'avoir un invité et qui va nous parler d'une question qui est sans doute fort intéressante, surtout pour nos auditeurs européens, mais pas seulement. Les Québécois et les Canadiens s'intéressent à ce qui se passe, bien sûr, en Europe. Il s'agit de M. Holters, qui est directeur général de sa propre firme de consultance. Vous me corrigerez, M. Holters, si jamais je fais une erreur. Et il fait du conseil, une société de conseil en développement qui est située en Allemagne. M. Holters a œuvré pendant plus de 25 ans au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il a été notamment à la tête de plusieurs bureaux nationaux de ces organisations. Alors, M. Holters signe un papier sur le site du blog du Corim cette semaine et qui porte sur l'Allemagne, la première économie européenne. L'Allemagne qui a un nouveau chancelier depuis quelques jours, M. Merz, et qui fait face, évidemment, comme d'autres pays en Europe et en Occident, à plusieurs défis, défis politiques, culturels, militaires, financiers en particulier. Alors, nous l'avons invité pour qu'il nous résume la thèse contenue dans son article sur le site du Corim. Nous lui donnons 5 minutes pour résumer cette thèse et tout de suite après, mon collègue Jean-François Caron et moi-même allons lui poser une série de questions. Donc, bonjour, Monsieur Holters, et vous avez 5 minutes pour présenter votre thèse. Monsieur Coulon, Monsieur Caron, merci beaucoup aussi pour l'invitation et l'entrée, car c'est clair pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour le monde entier, d'une façon ou autre, c'est un moment clé pour beaucoup de raisons. Euh, pour la situation en Allemagne, il était le changement constitutionnel relatif au cadre financier qui a été adopté avec la majorité de l'ancien Parlement euh, avant
l'établissement du nouveau gouvernement euh, qui implique pour ce pays une réorientation fondamentale de sa politique de sécurité, de sa politique étrangère et fiscale. Euh, Ce changement d'approche s'explique principalement par deux raisons. Premièrement, si vous le savez, le contexte géopolitique. Mhm. Euh, Premièrement, dans ce parti, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et par conséquent, la menace qui pèse sur l'ordre pacifique européen fondée sur l'inviolabilité des frontières. Je m'excuse. Oui, je vous en Et prie. aussi la question fondamentale de l'avenir des idéaux, des institutions et des valeurs occidentaux sur le plan économique, voire les conflits commerciaux qu'on a à ce moment, et sur le plan sécurité, y compris le rôle futur de l'OTAN. Deuxièmement, il y a un contexte domestique très compliqué en Allemagne. Mhm. Le parti d'extrême droite a doublé ses voix vis-à-vis des dernières élections vers 21% des suffrages. C'est-à-dire, pour le pays, il y a une grande question. Que se passera euh, dans les prochaines élections si le gouvernement actuel ne parvient pas à répondre aux nombreux défis qui se posent et offrir une perspective pendant cette période de turbulence et d'insécurité. Euh, et aussi la crise de confiance qui touche également le nouveau chancelier en raison des promesses non tenues. Euh, après, après une attaque terroriste en janvier, il Mhm. avait cherché deux fois à former une majorité parlementaire qui inclut l'extrême droite. Pour le centre-gauche, ça constituait, désolé, une attaque contre le mur de fer contre l'extrême droite. Mhm. Et aussi après le discours de Jerry Vance à Munich et le scandale à la Maison-Blanche autour du président Zelensky d'Ukraine, euh, qui a transformé la victime en coupable, euh, sa volonté d'assouplir le frein à l'entêtement. Euh, Ce revirement à 180 degrés a été considéré par beaucoup de centristes de droite comme une fraude électorale. Mhm. Et dans ce contexte-là, euh, d'une façon, le faux départ du gouvernement pour la première fois avec deux tours de vote parlementaire pour le chancelier était honnête. Euh, Aujourd'hui, presque tout le monde dans ce pays est déçu. Presque Mhm. tous les acteurs politiques sont affaiblis. Il manque de l'enthousiasme d'un nouveau départ. Mais en même temps, tout le monde sait que ce gouvernement est condamné à réussir. En substance, ce bloc de Corim cherche à résumer les principes fondamentaux qui appuient l'argument général selon lequel tout ce qui n'est pas dans le budget n'est rien d'autre que la propagande. Les clés d'un succès du gouvernement Merz résident dans deux facteurs: la qualité de la mise en œuvre des investissements et la capacité à traduire les investissements financés par l'endettement augmenté à une croissance élevée. Maintenant, il y a des ressources fiscaux avec une nouvelle politique géofiscale qui prévoit une
exemption de la règle d'endettement pour toute dépense de défense supérieure à 1% de PIB et une autorisation de 500 milliards d'euros de dette supplémentaire sur 12 ans pour des investissements dans les infrastructures et le climat. Mhm. Il est maintenant essentiel d'utiliser cette nouvelle marge de manœuvre financière pour renforcer la politique économique par des réformes structurelles et pour exploiter les énergies potentielles entre plusieurs ministères. Et sans doute, sans des crises externes et sans la politique nationaliste des États-Unis, l'Allemagne ne serait pas sortie de sa zone de confort économique Ouais. avec une dette publique relativement faible et une stagnation économique. C'est là que réside l'opportunité qu'il faut saisir maintenant. Et Très je bien. pense que les réflexions politiques de nouveau gouvernement à Berlin et à Ottawa se recoupent sur ce point-là. Alors, on va en discuter, Monsieur Olters. Merci pour cette présentation. Avant d'aller un peu plus loin dans ce que vous venez de dire, est-ce que le vote raté au Bundestag mardi, je crois, Mm. était si important que ça? Je crois que M. Merz a raté ce vote par 6 voix. Euh, on en a fait grand cas dans les médias et dans certains cercles politiques, mais est-ce qu'on n'exagère pas un peu ici? Peut-être, Justin, donner un peu de contexte aux auditeurs. Comment est-ce que la nomination du chancelier se fait au Parlement allemand? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que c'est la première fois que ça se produit en Allemagne? C'est pas nécessairement tout le monde qui nous écoute Ouais, qui a suivi la situation. Donc, allez-y, Monsieur Olters. OK. Euh, non, merci. La façon dans laquelle les Allemands euh, font leurs décisions, on vote pour les députés du Parlement. Et le Ouais, Parlement vote pour le chancelier. Comme Allemand, on n'a pas, ou Allemand, on n'a pas le choix d'élire directement le c'est chancelier. c'est comme le Premier ministre du Canada. voilà. Oui. Euh, euh, pour la première fois, c'est vrai, euh, dans le premier tour, le Parlement n'a pas élu le chancelier. Euh, L'implication euh, sont premièrement, euh, car c'est une vote secrète, euh, il y a les doutes si ou pas euh, M. Merz a vraiment une majorité au Parlement Mhm, à cause de l'histoire d'une manque de confiance vers lui-même comme personne. mhm, On va voir. Il y aura des budgets. Euh, Si tout marche bien avec les votes au Parlement, pas de problème. S'il y a autre défis parlementaires, c'est une autre question et c'est l'avertissement d'une crise politique qu'on pourrait avoir peut-être. Et deuxièmement, le Parti conservateur en Allemagne a essayé d'exclure euh, l'extrême droite et la gauche dogmatique en disant on ne fait pas la coopération avec ces partis. mhm, Après les élections en février, ces deux partis ont plus d'un tiers de députés au Parlement. Pour changer l'ordre du jour pour un second tour au même jour, il a eu trouvé l'appui de partis de la gauche dogmatique pour faire ça. C'est-à-dire, il a commencé à réorienter sa approche vis-à-vis
d'une réalité qui a changé. Et on va voir entre la réalité difficile euh, dans le Parlement avec les grandes décisions où le gouvernement a euh, l'obligation de Mhm, chercher une majorité entre les chrétiens démocrates, les social-démocrates, les Verts et la gauche, dans une situation où on a une majorité potentielle entre le centre des conservateurs et l'extrême droite. mhm. Et Est-ce- il y a euh, des questions, les soucis. Si la situation, les défis sont plus difficiles, on pourrait changer le cours euh, de façon fondamentale. OK. Et les votes en janvier avec l'extrême droite étaient un petit peu cet scénario Mhm, qui est implicite dans cette situation de mardi. ouais. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'Allemagne rentre dans une période d'instabilité politique? Euh, il faut regagner la stabilité politique. À ce moment, euh, on peut regarder les conséquences euh, d'une fragmentation euh, des partis politiques dans les Länder, dans les provinces de l'Est du Ouais, pays, ouais. où c'est plus difficile, mais où les développements politiques pendant 30 ans ont démontré un développement politique qui a influencé même les Länder de l'Ouest et Mhm, la politique du gouvernement fédéral. ouais. Et là, je crois, on a le vrai défi que les élections de février ont regardé un petit peu comme les élections de 1930, où on Ouais. a vu une augmentation de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et en 32, avec, vous connaissez très bien l'histoire de Bien l'Allemagne. sûr, bien sûr. C'est une discussion dans ce pays où on a vraiment les soucis et où on dit le gouvernement est condamné à réussir à ce Mhm, moment pour regagner cette stabilité politique que, en effet, tout le monde vraiment veut avoir. Et la sécurité, l'économie et la migration sont les trois sujets qui sont clés pour ce défi-là. ouais, ouais. Jean-François, est-ce que tu as une Euh, question? oui, ben en fait, j'ai deux questions. La première, pouvez-vous nous expliquer rapidement quelles sont les raisons de la montée en puissance politique de l'AfD? Vous venez de l'évoquer, j'imagine, l'immigration, la guerre en Ukraine, l'économie allemande, qu'il y a peut-être davantage d'inégalités entre les gens ou entre les Landers. Est-ce que le coût de la vie en Allemagne a augmenté depuis février 2022? Je voyais des statistiques, par exemple, le prix du gaz naturel pour le chauffage avait vraiment augmenté depuis les 3 dernières années. Est-ce que ça peut avoir joué un impact dans la montée en puissance de l'AfD? Est-ce que c'est l'insécurité? Il y a davantage de violence dans les rues allemandes. Donc, qu'est-ce qui a permis à l'AfD d'obtenir 21% des voix il y a quelques semaines aux dernières élections générales? D'une façon, c'est la question clé, hein. Euh, et tout le monde ici est en train de tenter de comprendre ce qui se passe avec un résultat comme ça. Euh, il y a clairement quelques développements qui ont ajouté
le pouvoir politique de l'extrême droite de l'AfD. Euh, une partie de cette défi est la perception que les partis politiques démocrates ont des difficultés de résoudre les problèmes qu'on a dans le pays au niveau de la croissance économique, au niveau de gérer effectivement la migration. Euh, euh, il y a une certaine histoire vis-à-vis de la Russe où les Allemands à l'Est ont plus de euh, Sympathie, peut-être? sympathie Mm. exactement pour la Russie. Il y a l'histoire de gérer la pandémie de Covid Mm. avec les lockdowns. Mhm. Il y a beaucoup de euh, développements qui ont créé une opposition fondamentale contre les partis démocrates, contre la démocratie. Et dans ce contexte qu'on a dans presque tout le monde, euh, y compris l'appui euh, euh, explicite du gouvernement américain euh, d'AfD, ça a créé cette force politique. Il y a Mhm. des sondages qu'avec 25%, quelque chose comme ça, peut-être c'est le maximum de ce parti. C'est-à-dire Mhm. que ce parti à ce moment est presque à la maximum. Ouais. Mais je ne suis pas sûr. On a eu une histoire qui était différente. Euh, En 32, l'extrême droite, les nazis ont gagné 42% dans Ouais. ces élections. Euh, euh, Cette histoire est un poids Ouais. sur la Ouais. discussion qu'on a dans ce Ouais. pays. Mais est-ce que la force de l'AfD se retrouve surtout dans ce qu'on appelle l'Allemagne de l'Est, finalement? C'est un phénomène plutôt régional que national. Est-ce que je me trompe? Oui et non. Clairement, l'AfD est plus fort dans les Länder de l'Est. Oui. Sans doute, on a, si vous regardez la carte électorale Mhm. avec les députés élus directement, euh, pas Pas tout, le système il y a un autre système, mais il y a une partie des députés qui sont élus élu. directement, Oui. et Oui. presque tous les députés en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est, étaient de l'AfD. Euh, OK. et seulement, je crois, deux dans l'Allemagne de l'Ouest. Euh, Alors, mais il y a, Le scrutin de liste aussi, qui est la partie proportionnelle que vous avez. oui, Ouais. peut-être c'est une autre discussion un petit peu oui, Ouais. plus oui, ne complexe rentrons pas pour là-dedans, là. vraiment expliquer le système électoral qu'on a dans ce Mais, pays. mais Comme toutes lorsque, les choses dans... ouais, mais lorsque vous parlez de députés élus directement, ce sont des députés qui représentent des circonscriptions, c'est ça? Oui, Non, oui, mais donc, et l'autre moitié des députés allemands sont élus à la proportionnelle à partir d'une liste. exactement ça, oui. OK. Moi, OK. j'avais une autre. Ma deuxième question, c'était un peu la suivante. Vous l'avez un petit peu évoqué. Dans différents pays européens, il y a l'idée du cordon sanitaire. Donc, on ne peut pas gouverner, négocier avec l'extrême droite. Donc, c'est la logique qui s'applique principalement en France, mais aussi en Belgique, avec le Vlaams Belang, en Flandre, puis aussi maintenant l'émergence d'un parti d'extrême droite en Wallonie. Alors que dans d'autres pays européens, vous avez des partis qu'on appelle d'extrême droite qui sont entrés dans le gouvernement,
C'est le cas, par exemple, aux Pays-Bas avec Geert Wilders, mais c'est aussi le cas en Autriche, En où Autriche, oui. le parti d'extrême droite, je crois, est entré au gouvernement, ma foi, il y a plus d'une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Donc, vous l'avez évoqué, donc le chancelier Merz avait ouvert la porte à la possibilité de faire une coalition avec l'AfD plutôt qu'avec le centre, le SPD, les sociaux-démocrates, les écologistes. Est-ce que, à votre avis, est-ce que il y aurait un blocage psychologique en Allemagne qui rendrait cette chose-là, cette possibilité-là, carrément impossible à cause du passé que vous avez évoqué, que tout le monde connaît? Ou est-ce que les mentalités ont peut-être eu tendance à évoluer au cours des derniers mois, des dernières années, puis vous avez de plus en plus d'Allemands qui se disent, bon, ben, à tout prendre, c'est peut-être le moindre mal, et peut-être aussi sur le plan stratégique, si l'AfD est appelée à gouverner, à gérer des ministères, ben, peut-être qu'au final, ils vont aussi se casser les dents, comme les autres politiciens traditionnels, et puis ça pourrait avoir pour effet de voir leur appui politique disparaître parce que les gens se diraient, ben, ils sont pas mieux que les autres. Ils sont pas capables de livrer la marchandise. C'est quoi la nature de l'évolution du débat en Allemagne sur cette question-là? Sans doute, il y a une discussion comme ça. Euh, c'est une très bonne question. Euh, En général, dans ce pays, avec l'histoire qu'on a, on a regardé beaucoup la situation dans l'Autriche, où, si vous avez dit, euh, le pays a essayé de démontrer qu'il n'y a pas de réponse politique euh, de, de, de valeur de l'extrême droite. Mais là, on n'a pas eu le succès. À ce moment, l'extrême droite en Autriche est plus fort qu'en Allemagne. Euh, Deuxièmement, on a vu, y compris après les deux tours en Parlement, où il y a eu cette majorité, essai de créer une majorité avec ce parti-là. Euh, il y a eu beaucoup de protestations dans beaucoup de villes dans le pays. Et c'était une raison importante euh, de l'augmentation des voix pour la gauche dogmatique. Il y a Mhm. eu une réaction. Il y a eu ce peur que peut-être il y a un risque et à cause de ça, on a créé un bloc contre un essai comme ça. Mhm. De, de, de niveau national, je ne le vois pas. Peut-être on va voir quelque chose au niveau des provinces de l'Est euh, avec d'autres élections qui suivent. Jusqu'au maintenant, euh, on a réussi à garder en général cette mieux de faire cette cordon sanitaire. Mhm. Mhm. Dites-moi, le temps passe, alors je changerai un peu de sujet pour vous poser la dernière question. On parle souvent du moteur franco-allemand qui est à la base finalement de la construction européenne. Est-ce que le nouveau chancelier et le président français vont tenter de le relancer? Euh, je suis sûr que oui. Euh, le premier voyage était vers Paris et le président Macron et le chancelier Merz ont vraiment essayé de redynamiser cette Relation? amitié franco-allemande. Ouais. Euh, les deux politiciens ont les défis domestiques. Les deux politiciens savent les défis de contexte géopolitique, y compris vis-à-vis des États-Unis. Euh,
Et tout le monde comprend que si la collaboration entre la France et l'Allemagne fonctionne, l'Europe bouge. Si Oui. ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Peut-être on va ajouter la Pologne dans le triangle de Weimar Ouais. pour le faire. Mais les réponses en général des défis des États-Unis est de renforcer la collaboration avec l'Europe et en particulier avec la France. Mhm. Ben, écoutez, Monsieur Holters, merci beaucoup pour cette entrevue. Mer- Alors, on Merci, vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. merci. Euh, C'était très, C'était un grand plaisir. merci, c'était très apprécié. Puis, écoutez, à tous nos auditeurs, on espère que ce 34e épisode, que vous l'aurez apprécié. Et puis, ben, comme d'habitude, ça nous fera plaisir de vous revoir pour un 35e épisode dès la semaine prochaine. Alors, sur ça, on se dit au revoir et on vous souhaite une très bonne semaine. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir.